Les passagers en classe affaires sont priés de présenter leur carte d'embarquement au comptoir de départ. En classe affaires est un balado du programme Corex de la Fédération des chambres de commerce du Québec et du ministère des Relations internationales et de la francophonie. Embarquement immédiat pour l'animatrice Anne Marcotte. Dans cet épisode, on fera le tour des différents scénarios d'attaque possibles et de ce qu'on doit mettre en place ou mieux comprendre pour se protéger avec Bertrand Milot, président et cofondateur de Bradley & Rollins, une entreprise de conseil en innovation et cyberdéfense. On va aborder les meilleures pratiques en cybersécurité pour une entreprise avec Yann Huard, qui est directeur en sécurité de l'information au Cirque du Soleil. Et finalement, on va rencontrer Claude Crête, directeur des technologies de l'information au ministère des Relations internationales et de la francophonie. Il va venir partager notamment avec nous son coffre à outils en matière de cybersécurité. Bienvenue en classe affaires. Embarquement immédiat pour le passager Bertrand Milot. Bertrand Milot est président et cofondateur de Bradley & Rollins, une entreprise de conseil en innovation et cyberdéfense. Il s'est spécialisé dans les marchés financiers européens et nord-américains et a géré des crises importantes suite à des attaques globales à travers les dernières années. Monsieur Milot, donc, expliquez-moi là, ce contexte-là global de la cybercriminalité, parce que vous savez, nous, l'image qu'on a là, pour le néophyte, l'image qu'on a dans notre imaginaire, là, on imagine encore la personne qui a un challenge puis qui veut pirater, dans le fond, des systèmes. Mais là, ce que j'ai pu voir maintenant, c'est des organisations. Ce sont de très grandes entreprises criminelles. Si on prend l'exemple de Carbanak en 2015-2016, qui a touché des banques russes et aussi des banques indiennes, on parle de gains de 2 milliards de dollars faits directement sur une hybridation de cybercriminalité et de criminalité locale. Les victimes, comment elles sont identifiées, sachant que c'est des entreprises? Donc, c'est un modèle de revenu maintenant, c'est ce que j'entends. Donc, c'est comme nous, en affaires, on va cibler nos clients qu'on pense les plus rentables. Ça fonctionne de la même manière? Alors, c'est encore plus fabuleux que ça. C'est que le domaine cybercriminel a comme clientèle la planète entière qui a un compte bancaire. C'est-à-dire que chaque personne qui a un compte bancaire est un client formidable pour une entreprise cybercriminelle. Ça donne vraiment la chair de poule. On voit l'actualité, on sait que ça existe. Qu'est-ce qui fait qu'on peut ne pas penser qu'on peut être une victime potentielle? Alors, effectivement, il peut y avoir une perception qu'on n'est pas une victime intéressante parce qu'on n'a pas forcément pignon sur rue ou l'activité ne semble pas être une activité si intéressante que ça pour la cybercriminalité, c'est-à-dire une industrie de construction, une industrie de vente au détail. Mais tout ça, en fait, il faut comprendre que l'identification de la victime arrive très tard dans le processus criminel. Ah oui? Très, très tard. Et la raison à ça, c'est que le cybercriminel va étudier l'opportunité de monétiser l'organisation et n'a pas besoin de connaître forcément son industrie ou son nom. L'entreprise criminelle a juste besoin de savoir quelle serait la facilité de réussir à monétiser l'entreprise, soit à travers une cyberattaque, soit à travers une cyberfraude. Dans les deux cas, de la cyberextorsion. Le cybercriminel va étudier la mécanique la plus simple dans le but d'être profitable et rentable sur son attaque. Et cette profitabilité et rentabilité, aujourd'hui, le minimum requis pour une entreprise criminelle, c'est 3 à 4 000% de rentabilité. 3 à 4 000%? Oui, 3 à 4 000%. On est tous dans le mauvais business. 3 à 4 000% de rentabilité pour faire en sorte que l'attaque soit valide. Donc, le principe ici est d'abord un principe de cyberextorsion et donc de gain direct. Est-ce que les entreprises de malfaiteurs peuvent même se disputer une victime potentielle? Totalement. Quand une victime est monétisée, souvent la victime s'ignore comme étant une victime. C'est-à-dire que les premières phases de monétisation sont le fait que le cybercriminel, l'entreprise criminelle, doit commencer à faire un dossier de victime. Donc, littéralement, on crée comme un dossier de client, on crée un dossier de victime, et ces dossiers de victimes sont revendus. Donc, il y a déjà une première étape de monétisation entre plusieurs entreprises criminelles. C'est exactement la même chose que dans le business légitime, si on peut dire. Les générateurs de prospects vont revendre ces prospects à plusieurs entreprises différentes. Et donc, naturellement, c'est les deux entreprises criminelles qui souhaiteraient
exploiter le dossier de victime pourrait se retrouver en même temps dans le processus de victimisation et exploiter une faille similaire et se retrouver avec un cas de victimisation multiple. Dans le fond, M. Milot, si on veut faire de la cybersécurité puis de la cyberdéfense, puis qu'on comprend un peu plus là, le modèle d'affaires des cybercriminels, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter, dans le fond, nos barrières? Elle est là la question clé. Pour savoir ce qu'il faut faire, il faut comprendre ce qui intéresse le cybercriminel. Un cybercriminel ne fait pas une attaque sur quelque chose qu'il ne connaît pas. Et ce qui va être la cible de l'attaque, c'est l'information dont le cybercriminel dispose déjà et ce qu'il est capable de trouver par lui-même, facilement. Sinon, son attaque ne sera absolument pas rentable. Donc, par définition, si on connaît et si on comprend ce que le cybercriminel cible, eh bien, on va commencer à pouvoir mettre des protections sur cette surface d'attaque. La surface d'attaque, c'est ce qui nous expose et c'est pas seulement ce qu'on laisse paraître, nous, de notre perception, c'est ce que le cybercriminel arrive à comprendre de notre perception. Ah, il appelle ça la surface d'attaque. C'est ça, exactement. Et cette surface d'attaque-là, eh bien, c'est ce qu'on doit réduire, c'est ce qui génère l'intérêt criminel et c'est ce qu'on doit tenter de réduire et c'est ce sur quoi on doit créer et montrer nos protections. Il y a une fausse perception, il y a un paradigme qui n'existe depuis un certain temps, c'est-à-dire le fait de dire si je montre ma protection aux cybercriminels, je me mets à risque. Ben ça me semble logique de penser comme ça. Ça ne l'est plus, malheureusement, parce que ça l'était quand il y avait un principe idéologique derrière la cybercriminalité. Donc il y avait la notion de défi et de challenge liée à un trophée pour le cybercriminel. Quand il n'y a plus cette notion réellement idéologique, il y a une notion purement et bassement pécuniaire, et donc lui montrer que ça va être moins facile de rentrer, donc littéralement le cybercriminel va dire « je passe à un autre appel ». Eh bien, faire le 80-20 en cybersécurité, c'est de s'assurer de réduire sa surface d'attaque, d'augmenter les protections et de les montrer un minimum. Ah, ça, c'est intéressant. Ça nous donne comme 3 pistes de réflexion. Avez-vous des exemples au Québec d'entreprises qui ont subi des attaques finalement et comment ça s'est passé? Bien sûr. J'ai un cas en tête où j'ai eu le CFO en ligne et le CFO était littéralement désemparé parce que la demande de rançon qui a été faite par le groupe criminel était de 1,2 million de dollars. Ça, c'était la demande de rançon. Et les 2 usines qui étaient arrêtées et qui ne sortaient plus de produits produisaient pour 36 millions par semaine de produits. Et le CFO était désemparé parce qu'il me disait « Mais Bertrand, la raison me dit qu'il faut que je paye. » Parlez-moi de l'exemple québécois Trévi, qui est quand même un cas public. Là. On avait pu comprendre que le dirigeant qui vous avait appelé avait ressenti quelque chose avant même là, que les dommages arrivent. Oui, il a fait effectivement preuve de beaucoup d'écoute et ce directeur TI-là a eu la présence d'esprit, a ressenti qu'il y avait clairement quelque chose d'anormal et il a eu la présence d'esprit de tout de suite appeler un professionnel parce que il a compris que ça dépassait en fait il fallait étendre son champ de visibilité sur ce qui était anormal et il fallait faire appel au professionnel qui a cette capacité-là. Donc, il a fait appel à mon équipe, on est arrivé sur site et... Physiquement? Vous êtes arrivé physiquement sur le site? On est arrivé site? physiquement sur site, exactement. Et on a tout de suite mis en place les outils pour réussir à comprendre ce qui était en train de se passer et ce qui lui donnait cette perception. Il avait totalement raison. On a coupé les accès très très vite, ce qui a permis à Trévi de ne pas avoir de dommages direct sur sa production. Il n'y a pas eu de données chiffrées, il n'y a pas eu de perte de données. Quand on vient, on n'est pas là pour remettre la posture là où elle était avant. On est là pour la remettre beaucoup plus haut qu'elle ne l'était avant, puisque les cybercriminels ont réussi à rentrer dans la posture précédente. Donc il faut rehausser la posture et donc accélérer le plan triennal, quinquennal en quelques semaines pour s'assurer que la posture soit bien plus haute qu'elle ne l'était. Et puis... la posture défensive. La posture défensive, tout à fait, cyberdéfensive, exactement. Réduire la surface d'attaque, évidemment, aussi. Et puis, revenir ensuite à des opérations normales. Et l'importance de faire des simulations. Vous en faites avec des entreprises québécoises, des simulations comme ça? C'est, pour moi, littéralement la première chose à faire à une entreprise, parce que... c'est là qu'on se découvre aussi. Exact. Le cerveau doit s'habituer à faire face à ce genre de cas.
on doit passer du « je suis pas une cible valable » à « quand ça va m'arriver, je serai prêt ». Merci, M. Milot. Yann Huard, en correspondance pour l'International, est prié de se présenter à la porte d'embarquement. Vous allez réaliser qu'il y a des choses qui ne se passent pas juste dans les films. Et pour en parler, on rencontre Yann Huard, qui est directeur en sécurité de l'information au Cirque du Soleil. Monsieur Huard, j'ai une question tout de suite là, qui me brûle les lèvres. On comprend là, que le risque zéro, ça n'existe pas, mais qu'est-ce qu'on peut comprendre ou apprendre pour minimiser nos risques? Écoutez, c'est tout simplement, il faut être à l'affût. Il faut être à l'affût du marché, il faut être à l'affût des risques. Vous en avez parlé, effectivement, le risque zéro n'existe pas, mais il pourrait y avoir une occasion où est-ce qu'on pourrait carrément éliminer le risque, c'est tout simplement arrêter d'être en affaires, qui, je crois, n'est pas une option pour les auditeurs de cet épisode, effectivement. Non, parce que par définition, une entrepreneur, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie? C'est on prend des risques. Exactement. Il faut juste être capable de calculer bien ces risques-là, être capable de les quantifier, autant au niveau donc des impacts qui peuvent être autant positifs que négatifs. Donc, comme vous l'avez dit, donc le Cirque du Soleil est une entreprise qui est habituée à prendre des risques. Il faut juste être capable de juger de ces risques-là et de prendre les bons risques au bon moment. Bien, on va se le dire, là, c'est dans son ADN même. Tout à fait. Parlez-moi, là, un département de sécurité de l'information là, par rapport aux technologies de l'information, là, comment ça se positionne, tout ça? Bien, en fait, souvent dans les entreprises, le département de sécurité de l'information est une sous-catégorie. Une sous-catégorie, une sous-filiale, au même titre que vous pouvez avoir dans les entreprises un département de développement, des choses comme ça. Le service TI aussi, évidemment. On pense souvent que les TI, c'est seulement les ordinateurs, que c'est seulement le client interne qui a des problèmes avec ses mots de passe, avec un logiciel ou un progiciel quelconque, mais la sécurité fait partie d'une spécialisation des TI. C'est sûr, vous êtes le Cirque du Soleil. On sait que 80% de notre économie, ce sont des PME. Là. Donc, pour une PME, là, comment on gère ça, dans le fond, la cybersécurité? Bien, très bonne question. Écoutez, personnellement, j'ai travaillé aussi antérieurement pour des entreprises, là, des PME du Québec. Puis écoutez, c'est pas quelque chose qui est facile. C'est pas quelque chose qui est facile. On sait qu'au Québec, il y a beaucoup d'entrepreneurs, de petites entreprises. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est que souvent dans les PME, donc, ils n'auront pas nécessairement les ressources financières, mais également les ressources humaines pour être capable d'atteindre un certain niveau de confort acceptable par rapport au risque. On va revenir au risque. Puis être capable d'être le plus performant possible dans nos activités. Quand je parle de performance, évidemment, on parle d'efficacité et d'efficience, donc être capable d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés avec les meilleurs moyens possibles. Puis ça, c'est un défi constant, en fait. Alors, à ce moment-là, là, on attaque la bête comment, si je me permets l'expression? Je présume, là, je me lance, je présume que ça commence par quoi? Par une planification? Planification, je crois que encore là, la plupart des entrepreneurs ou des gestionnaires propriétaires d'entreprises savent faire des planifications stratégiques. C'est possible de faire la même chose. C'est possible de faire la même chose en cybersécurité. Le seul bémol que je vais mettre là-dessus, c'est que, étant donné que notre domaine est très dynamique, on ne peut pas se projeter trop loin dans le temps non plus. Il y a toujours des événements qui arrivent, il y a toujours des agents perturbateurs qui viennent changer les donnes, l'échiquier. Avez-vous comme un peu des étapes qu'on pourrait franchir pour y arriver? En fait, le processus de gestion de risque est quand même assez global. Donc, on va parler évidemment d'évaluation des menaces, contextualisée au domaine d'affaires, au milieu d'affaires, à la réalité d'affaires des entreprises. On va chercher à évaluer également le niveau de maturité de l'entreprise au niveau des contrôles qu'ils mettent en place. Puis de cette analyse-là, on va être capable de déterminer un plan d'action pour ramener le niveau de risque à un niveau un peu plus acceptable, là. C'est comme si ça nous permet de visualiser les scénarios d'attaque possibles, parce qu'on comprend qui on est sur l'échiquier, dans le fond. Exactement. Comment est-ce qu'on est, à quel niveau est-ce qu'on est attirant pour les acteurs malicieux. Puis ceci étant dit, attirant, c'est pas parce qu'une entreprise n'est pas attirante d'un point de vue affaires qu'elle ne va pas se faire nécessairement attaquer. Il y a deux genres de modus operandi, soit les attaques ciblées, où est-ce qu'on va aller donc chercher à attaquer une entreprise en particulier, et les attaques de masse, où est-ce que là, on va y aller de manière carrément là, aléatoire sur un ensemble d'entreprises ou une catégorie d'entreprises. Le cirque a beaucoup de spectacles aux États-Unis. Quand un des grands partenaires, là, le géant de l'hôtellerie et des casinos MGM, s'est fait attaquer, je présume qu'il y a des dommages aussi qui peuvent en survenir. Tout à fait. Puis nous, on a quand même été chanceux dans cet événement-là, dans
le sens que, effectivement, la plupart de nos spectacles sont dans des hôtels de MGM, mais on est quand même séparés de leur infrastructure. Donc, on n'a pas été touché directement, sauf que c'est un bon point que vous apportez au niveau de ce qu'on appelle la gestion des tiers ou des partenaires d'affaires. Je crois que n'importe quel entrepreneur, peu importe sa taille, doit faire une revue diligente des mesures de protection de ses partenaires d'affaires. Puis encore plus, quand on parle de PME, donc des entreprises avec peut-être un peu moins de ressources, qui vont avoir peut-être une propension à aller chercher des services, exemple, si on reste au niveau des TI, donc d'infos nuagiques, donc le fameux cloud. Donc, c'est très facile d'aller prendre des services à ce niveau-là, mais on ne contrôle pas l'environnement, on ne contrôle pas l'infrastructure. Donc, c'est sûr qu'il faut vérifier ces partenaires-là, leur demander de nous rendre des comptes si jamais il y a des enjeux, puis faire quand même une revue au minimum sommaire de leur contrôle ou de leur pratique en place, donc faire une vérification. Dites-moi, là, on comprend, là, quand il y a une cyberattaque, là, ça va prendre toute la place. Comment on gère ça? On comprend qu'il n'y aura pas d'émotion, il faut prendre l'émotion, puis il faut le mettre de côté, là, mais avez-vous des recommandations que vous pourriez nous faire? Oui, écoutez, ça serait pratiquer. Visualiser, pratiquer. Effectivement, c'est super important d'avoir un plan parce que c'est pas quand on est en mode panique que c'est le temps, comme je peux dire ça entre guillemets, de courir comme des poules pas de tête. Donc, il faut vraiment planifier d'avance ces scénarios. Il faut planifier ces actions qu'on prévoit faire. C'est sûr qu'il n'y a jamais un plan qui se déroule à 100% comme qu'on l'a planifié. Là. Je pense que t'es encore là. C'est comme une cellule de crise. C'est carrément une cellule de crise qu'on structure à l'avance, qu'on pense. Et on choisit les gens. On choisit les gens qui vont être les acteurs, dans le fond, de cette cellule-là pour nous aider. C'est un super bon point que vous apportez parce que, d'ailleurs, en parlant de cellule de crise, là, j'aimerais juste passer le mot justement aux propriétaires d'entreprises, laissez vos professionnels agir. Si vous avez engagé des professionnels que vous devez sûrement payer grassement, mais laissez-le faire leur travail. Là. Ils sont là pour ça. C'est toujours possible aussi d'aller chercher de l'aide externe. Il y a plusieurs cabinets de services qui peuvent aider les entreprises qui ne sont pas nécessairement outillées encore là en termes de ressources pour faire face à tout type de crise. Donc, c'est sûr que c'est possible d'aller chercher de l'aide. C'est possible de signer des contrats d'avance pour être priorisé si jamais il y a un afflux d'événements malicieux puis qui vient un peu là, vampiriser les ressources un peu partout. Même chose au niveau des assurances. Donc, on parle de cyberassurance. Souvent, les assureurs vont fournir des services qu'on appelle d'un breach coach. Je ne crois pas qu'il y ait d'équivalent en français. Là. C'est carrément quelqu'un qui va venir vous supporter lors d'un événement pour vous essayer de vous aiguiller comment agir, comment transiger avec des criminels si jamais il y a lieu, payer des rançons si jamais il y a lieu aussi. Donc, c'est possible d'aller chercher de l'aide extérieure aussi dans ces situations-là. C'est sûr qu'on entend ça, là, puis on va se le dire, ça nous donne quand même une chair de poule. Puis on comprend qu'on est plus vulnérable. Y a-t-il moyen de virer ça à notre avantage? C'est possible, je crois, de transposer ces investissements-là en cybersécurité en avantage concurrentiel. Être une plus-value pour l'entreprise en disant, regardez, on est sécuritaire, on a des certifications de sécurité, on a des pratiques sécuritaires, venez chez nous, vos données sont plus sécurisées ou sont moins à risque peut-être que des concurrents. Donc, ça peut être un attrait pour les clients. Si vous aviez une recommandation, une phrase, quelque chose qui vous vient en tête pour nos auditeurs, là, ça pourrait être quoi? Bien, écoutez, oui, j'aurais quelque chose à dire. C'est en fait, ne faites jamais confiance et vérifiez toujours. Puis, n'hésitez pas non plus à poser des questions. Là. Les gens en cybersécurité, c'est des gens qui sont passionnés de leur domaine. Puis, c'est sûr qu'ils vont pouvoir vous éclairer puis répondre à vos questions. Parce que dans le fond, à partir du moment où est-ce qu'on comprend ce qui se passe, on va être mieux positionné pour agir. Tout à fait. Merci, M. Huard. Dernier appel pour le passager Claude Crête. Claude Crête est directeur des technologies de l'information au ministère des Relations internationales et de la francophonie. Depuis plus de 20 ans, il s'intéresse à la cybersécurité et la protection des données dans le contexte de voyages d'affaires. Donc, M. Crête, vous êtes là pour aider, même donner des conseils aux délégations à l'international, à l'étranger. Si on veut aider, dans le fond, nos entrepreneurs, est-ce que vous auriez des conseils à donner pour les voyageurs d'affaires? Bien, certainement. Je suis appelé de façon régulière à donner des conseils, donner des précautions à nos diplomates, nos fonctionnaires, nos politiciens qui se déplacent à l'étranger. Et ces conseils-là peuvent très bien s'appliquer aux entrepreneurs du Québec qui ont à se déplacer en territoire étranger. Première des choses, c'est de vraiment toujours garder une posture défensive. Tu sais, quand on part à l'étranger, je dirais qu'il y a une certaine fébrilité qui s'installe. On est content de pouvoir aller développer des marchés à l'étranger. Et c'est peut-être le côté cybersécurité, les gens ont peut-être tendance à l'oublier.
Pourtant, c'est un élément important qu'il faut prendre en considération. Puis je donnerais comme conseil, avant de partir à ces gens-là, de se poser la question, qu'est-ce qui me rend intéressant? Qu'est-ce qui rend mon entreprise intéressante aux yeux de groupes organisés ou d'États étrangers? Comme M. Milo a mentionné, il y a des groupes criminels, mais il y a aussi des États étrangers qui sont malveillants, qui sont très intéressés à se procurer de la technologie, voler ces technologies-là, et ils vont être capables de les mettre en production chez eux dans leur pays à moindre coût, souvent beaucoup plus rapidement que chez nous. Donc, c'est la première question à se poser, qu'est-ce qui me rend intéressant? Et avant de partir, puis des petits conseils très pratico-pratiques aussi qu'on donne à nos diplomates, c'est vraiment des choses de base que peut-être les gens ou dans la petite entreprise ont tendance à oublier, mais c'est d'assurer que nos équipements informatiques ont les dernières mises à jour, parce que c'est souvent ce qui nous rend le plus vulnérables quand nos équipements informatiques sont pas à jour. Donc, si vous le savez pas, peut-être vous référez à votre département informatique ou à une firme de consultants pour s'assurer que vous êtes bien sécure de ce côté-là. Et quand on arrive à l'étranger, donc, il y a des gestes qu'on doit poser. Exemple, quand vous arrivez à l'aéroport, de ne pas brancher, de ne pas faire charger vos cellulaires ou vos ordinateurs dans des bornes publiques. Il y a des États, notamment en Chine, je dirais qu'aussitôt qu'on arrive à l'aéroport, quelle est la première chose qu'on fait, que tout le monde font, c'est qu'ils allument leur cellulaire et ils vont se connecter sur les tours cellulaires, mais ces États-là vont être propriétaires ou vont contrôler les tours cellulaires dans les aéroports, donc ils vont être capables d'intercepter des communications. Donc, discuter de choses non confidentielles lorsque vous êtes dans les aéroports. Gardez ça plutôt un petit peu plus tard quand vous allez être en pleine ville, que là, il va y avoir des différentes tours de cellulaires de compagnies différentes qui vont vous permettre de communiquer. Au petit conseil avant de partir, c'est peut-être de s'assurer que votre ordinateur est bien chiffré. Une chose de base, mais il y a quand même beaucoup je suis certain, beaucoup de personnes qui voyagent, donc qui n'ont pas encore chiffré leur ordinateur. Donc, s'il arrive une perte ou un vol, au moins vous assurez du minimum que les informations vont être cryptées et beaucoup plus difficiles à récupérer. C'est ça, comme vous dites, chiffrer nos ordinateurs, c'est chiffrer le contenu, c'est ça, de nos ordinateurs? Oui, c'est ça, c'est encrypter vraiment les données. Donc, on continue dans les autres conseils que vous aviez à nous transmettre? Le conseil de base, jamais laisser vos équipements informatiques sans surveillance, évidemment. Dans la chambre d'hôtel, les coffrets de sécurité sont sécuritaires, mais disons qu'il y a des clés qui sont évidemment laissées au bureau en bas. Donc, faut pas considérer le coffret de sécurité vraiment comme un endroit sécuritaire. Vous êtes mieux de traîner vos équipements avec vous personnellement. Vous allez à une foire commerciale, on vous remet un sac avec un paquet d'objets promotionnels dedans. Souvent, il va se retrouver des clés USB. Évidemment, les clés USB, attendez avant de les brancher sur votre ordinateur, confiez-les à votre département d'informatique pour qu'ils les analysent comme il faut pour s'assurer qu'il n'y a aucun logiciel malveillant dedans. Je pourrais vous dire aussi, nous, quand nos diplomates ou nos fonctionnaires se déplacent à l'étranger, dans certains pays, ils vont pas apporter des ordinateurs avec tous les logiciels dessus. Ils vont partir avec ce qu'on appelle des équipements vanille, donc avec le strict minimum de logiciels pour fonctionner. Et au retour, ces équipements-là sont carrément réinitialisés complètement, justement pour éviter qu'il y ait l'introduction de logiciels encore malveillants dans nos réseaux. On déconseille autant que possible l'utilisation de VPN qui donnent des accès directs au réseau interne des organisations. Si vous avez des documents que vous voulez apporter, déposez-les plutôt dans un répertoire tampon là, dans le cloud avec un bon niveau d'identification de sécurité pour y accéder. Puis dans le même ordre d'idée, c'est quand vous partez en voyage d'affaires, apportez pas toutes vos informations. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'apporter la liste de vos clients avec vous? Avez-vous vraiment besoin d'apporter vos plans de la technologie que vous voulez aller faire la vente à l'étranger? Faut apporter le minimum de ce qui est nécessaire. Parce que si vous faites voler ces informations-là, vous mettez en péril beaucoup votre organisation. C'est comme on discutait tout à l'heure avec M. Milo, c'est la fameuse surface, dans le fond. Oui, tout à fait. Il y a d'autres conseils aussi qu'on leur donne à nos diplomates, c'est de ne pas discuter de sujets sensibles dans les chambres d'hôtel. Dépendamment du niveau d'intérêt qui va avoir été suscité par le pays étranger lors de votre visite, parce que c'est sûr que quand avant de partir, vous allez remplir des visas. Bon, ça, c'est déjà une source d'information je dirais, intéressante pour des pays étrangers. Ils vont savoir, cette entreprise-là va venir pour telle raison.
Ben, en sachant ça, donc, vous pouvez être ciblé comme personne d'intérêt pour le pays étranger. Donc, faites attention dans vos discussions, faites attention lorsque vous allez rentrer dans des salles de réunion à l'étranger. Éteignez vos ordinateurs, vos cellulaires, vous n'en avez peut-être pas vraiment de besoin. C'est des conseils qu'on donne aussi à notre personnel. Mais chose certaine, s'il nous arrive quelque chose, ben c'est un peu comme nos collègues nous mentionnaient. Là, je veux dire, on avise nos équipes, on arrête même d'utiliser nos ordinateurs, on consulte des firmes externes, mais il y a peut-être aussi des références Internet qu'on peut consulter? Tout à fait. Il y a une brochure qui est très intéressante, qui est faite par le gouvernement canadien, qui s'appelle « À l'étranger ». Faites Google à l'étranger, SCRS, vous allez tomber sur ce guide-là. C'est un guide qui est très bien fait, qui a une 50aine de pages, qui est bilingue et qui va vous donner vraiment une mine d'informations sur les précautions qui doivent être prises avant votre départ et pendant votre voyage. Donc, en terminant, ce qu'on entend, c'est de ne pas baisser la garde, voire même avoir justement une posture défensive, puis de comprendre, dans le fond, qu'est-ce qui nous rend intéressant, donc automatiquement, qu'est-ce qu'on aurait à protéger. Exactement. J'aimerais quand même vous entendre sur est-ce que ça devrait nous freiner? Est-ce que c'est si dramatique? Comment vous voyez ça, M. Huard? Moi, je ne crois pas que ça devrait freiner les entrepreneurs. Je veux dire, c'est juste une nouvelle réalité. Il faut être capable de s'adapter. C'est tout simplement un environnement qui est en mouvance. C'est en mouvance. C'est un peu comme être dans l'océan sur un bateau. Des fois, il y a des vagues. Des fois, il n'y a pas de vagues. Donc, c'est juste être capable d'être flexible, de s'adapter à la réalité. J'adore ça parce qu'un entrepreneur, c'est ça qu'il doit faire à temps plein. S'adapter. Toujours s'adapter. Donc, c'est une donnée de plus. Une variable de plus. Une variable de plus à laquelle il faut s'adapter. Oui. Monsieur Milot. Oui, en fait, je vais rebondir sur les cas de crise que j'ai cités parce que il faut y voir une traduction au travers de ça. Comme je l'ai mentionné, quand on est sur un cas de cybercrise, l'entreprise est arrêtée et il faut rehausser sa posture de sécurité pendant la crise et rapidement. Et vous comprenez bien que si on arrive à faire une recette de cybersécurité dans un cas de crise où l'entreprise est totalement arrêtée, elle est aux mains de cybercriminels, ça veut dire que c'est possible de faire une recette. Et c'est possible de faire une recette qui ne soit pas forcément coûteuse et qui soit ciblée. Donc avoir une approche chirurgicale de la cybersécurité, c'est faisable. Donc c'est sûr que ça demande un peu de créativité. Les cybercriminels le sont, donc il faut l'être nous-mêmes. Et il faut s'intéresser à ce qu'on est et ce qu'on a. Monsieur Craig. Moi, je dirais que dans les dernières années, la cybersécurité, on en parle de plus en plus. Déjà, en partant, c'est une bonne chose. Donc, de ce fait, les entreprises, les entrepreneurs sont déjà beaucoup plus conscients du risque et ont pris les précautions requises pour diminuer ces risques-là. Il ne faut pas verser dans le côté paranoïaque de la chose, mais rester positif. Puis, il y a des organisations, il y a des entreprises, il y a des firmes de consultants qui sont spécialisées pour accompagner ces gens-là en cas de crise ou aussi en termes de prévention. Moi, ce que j'en comprends, là, c'est que les cybercriminels, ce sont des entreprises. Il faut les comprendre si on va être capable de leur répondre. Puis une fois qu'on a compris ça, on peut s'organiser sur cet échiquier-là, qui est une nouvelle réalité à laquelle on doit s'adapter et avoir des plans puis des stratégies, tout comme on en a dans d'autres sphères d'activité de nos entreprises. Tout à fait. Tout à fait. Exact. En classe affaires est un balado du programme Corex de la Fédération des chambres de commerce du Québec et du ministère des Relations internationales et de la francophonie. Dans cet épisode, nous avons entendu Bertrand Milot, président et cofondateur de Cybersécurité Bradley et Rollins. Yann Huard, directeur sécurité de l'information pour le Cirque du Soleil. Claude Crête, directeur des technologies de l'information au ministère des Relations internationales et de la francophonie. À l'animation, Anne Marcotte. À la réalisation, Claudie Fortier-Saint-Pierre. Une création de Coyote Audio. Suivez En classe affaires sur fccq.ca/balado.